Bonjour, bienvenue. On vous permet de découvrir durant toute cette semaine le CIDFF de Corse du Sud, le Centre d'information du droit des femmes et de la famille, avec sa directrice Léa Salvini. Bonjour. Bonjour Maria. Et puis la juriste du CIDFF, Marie Bouquini-Marie. Bonjour. Bonjour Maria. On va parler de vos missions tout au long de cette semaine, des missions importantes et variées, c'est important de le dire. Mais tout d'abord, le CIDFF de Corse du Sud, aujourd'hui, il se renouvelle un petit peu, il reprend un nouveau souffle, on va dire ça. Oui, c'est un CIDFF qui réouvre ses portes après plusieurs mois de fermeture. Donc nous avons un nouveau bureau et une nouvelle équipe qui est constituée de Marie et moi-même, en plus d'une psychologue prestataire, Laura Starr, qui intervient également à Casadone, et également l'équipe de l'espace de rencontre médiatisé que nous gérons dans les locaux du Secours catholique. Voilà. Alors ça permet justement, à travers toutes ces personnes ressources, de définir un petit peu les missions. Une juriste, c'est l'accès au droit aussi pour toutes ces femmes, toutes ces familles. Exactement, le but est de délivrer une information juridique autour du droit de la famille et d'élargir en cas de besoin ou bien de réorienter si la question ne peut pas être abordée par nos services. Le CIDFF, qui peut le contacter? Les femmes directement, les professionnels? Comment ça marche? Alors le CIDFF, effectivement, j'aurais envie de vous dire, tout le monde peut le contacter. Beaucoup de femmes nous contactent, quelques hommes aussi nous contactent. Dans justement le public que nous avons, il y a à peu près 80% de femmes et 20% d'hommes, en sachant que la mission originelle du CIDFF est une mission qui lui est confiée par l'État, une mission d'intérêt général, à savoir la promotion de l'égalité sur le territoire. Promotion de l'égalité, ça veut dire? De l'égalité, des droits des femmes. En tout cas, c'est une mission qui peut tout à fait se déployer à travers des accompagnements individuels que réalise notre juriste Marie, ou que réalisent les psychologues avec lesquels on travaille, comme des actions plus larges qui touchent un public beaucoup plus, je dirais, grand, à travers des actions de sensibilisation. Alors Marie, qu'est-ce que les femmes ne savent pas aujourd'hui sur leurs droits? Pourquoi elles viennent vous voir? Alors la plupart du temps, mes missions sont assez diverses, mais le gros du public que je reçois, c'est un public victime de violences intrafamiliales. Pas que, bien évidemment, mais c'est, on va dire, une grande majorité. Donc, elles sont à la recherche, justement, de savoir quels sont leurs droits, comment est-ce qu'elles peuvent potentiellement partir, contacter des avocats, bénéficier d'une aide financière. Voilà, c'est relativement large, je dirais. Et tout dépend du moment où elles en sont quand elles viennent nous voir. Alors justement, on est dans cette situation où on est en difficulté dans sa famille, au sein de son foyer. Oui. Vous avez des portes ouvertes, vous travaillez avec des avocats. Alors, nous, on laisse les personnes, on leur conseille de se rediriger vers un avocat en fonction des problématiques. On laisse les différents usagers choisir eux-mêmes leur avocat, parce que le contact avec son avocat, c'est quelque chose de primordial. Donc, on n'interfère pas là-dessus. Et puis, tout simplement, par suite, on voit en fonction des besoins, peut-être des travailleurs sociaux, des psychologues, et on établit les contacts avec les différents partenaires. Vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, le CIDFF, vous disiez plusieurs mois de fermeture, et aujourd'hui, il y avait vraiment ce besoin de réouverture, ce besoin de conseils aussi. Alors, nous sommes effectivement sur un territoire où le besoin est important, je dirais dans toute la Corse du Sud. Alors, c'est plus un besoin lié à l'information. Nous, on ne peut pas vraiment délivrer des conseils, euh, mais c'est, je dirais, un besoin d'accompagnement, un besoin d'écoute, un besoin d'aiguillage. Et surtout aussi, ce que l'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes dont la parole est libérée par rapport aux violences qu'elles peuvent subir, ou par rapport, je dirais, à des situations qui auparavant n'étaient pas forcément des situations sur lesquelles on communiquait. Voilà, et c'est quelque chose de très positif. Merci beaucoup à toutes les deux. On va vous retrouver dès demain pour parler plus précisément des missions du CIDFF, mais peut-être donner un contact pour les femmes ou les familles d'ailleurs qui auraient écouté ces émissions.
Alors, nous sommes joignables par mail à direction.cidff2a, donc comme le département, @gmail.com. Et également pour la juriste, si vous souhaitez la contacter directement, à juriste.cidff2a, comme le département, @gmail.com. Et nous avons également une ligne fixe qui est le 04 95 23 01 85. Et tout cela en toute confidentialité, bien Absolument, évidemment. Bien sûr. de manière confidentielle et gratuite. Merci, à demain. Bonjour, bienvenue. On se retrouve durant cette semaine de Suchitahui avec Marie Bouchini. Marie, bonjour. Bonjour Maria. Et Léa Salvini, bonjour. Bonjour. Respectivement juriste et directrice du CIDFF de Corse du Sud, le Centre d'information du droit des femmes et de la famille. On reparlera de ces familles qui sont victimes de violences et que vous pouvez aider, accompagner. Mais le CIDFF, ça n'est pas que ça, puisqu'on peut voir sur les différents prospectus qui ont été faits, vous pouvez apporter une aide, des données aussi concernant la reprise du travail, concernant beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense CIDFF. Absolument. Dans, je dirais, son accompagnement, le CIDFF a une vocation globale. Donc, c'est une vocation qui a été définie par la Fédération nationale des CIDFF. Donc, il y a 97 CIDFF sur le territoire français, et ça comprend également les territoires ultramarins. Et les missions des CIDFF, telles qu'elles ont été définies par la Fédération, sont très larges. C'est-à-dire qu'elles accompagnent les femmes, les enfants et même les hommes par rapport à la parentalité dans toutes les sphères de leur vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça peut être, comme on disait, recherche de travail. On peut voir aussi permis de conduire, accompagnement, un petit peu tout ça. Alors, c'est de l'accompagnement, je dirais, quelle que soit la demande en droit de la famille et également pour tout ce qui est mesures de protection. Mais aussi, ça va être bientôt, en ce qui nous concerne en tout cas, un accompagnement aussi à travers une cellule emploi qui va être bientôt créée, j'espère d'ici 6 mois, pour pouvoir justement travailler sur la réinsertion, travailler sur l'emploi au féminin et également pouvoir accompagner grâce à des partenaires les femmes entrepreneurs dans leurs projets. Donc ce sont des missions effectivement plurielles et transversales. Oui, et qui finalement, je dirais, recoupent toutes les phases de la vie d'une femme. Voilà. Vous parliez aussi, et puis on va peut-être interroger la juriste, de cet accès au CIDFF, des hommes qui viennent vous voir dans leur accès à la parentalité. C'est quoi? C'est les droits de garde? Alors, la plupart du temps, effectivement, la question tourne autour des décisions rendues par le juge aux affaires familiales au sujet de la garde. On peut également avoir des hommes en difficulté et victimes de violences aussi. Il y en a en Corse? Il y en a en Corse, bien sûr. Oui, ils sont moins visibles, ils se rendent peut-être eux-mêmes moins visibles également. Mais oui, ils existent, même s'il est important de noter que la problématique des violences conjugales touche essentiellement les femmes. Mais ces hommes sont là et bien là aussi. Exactement. Est-ce qu'un enfant peut venir, mineur, peut venir vous consulter? Alors, la question est délicate dans la mesure où on considère qu'il faut une autorisation parentale. Après, il est important de rappeler que pour les enfants mineurs, il y a des personnes ressources, notamment dans les collèges, les lycées, avec les psychologues, les différents éducateurs, CPE. Donc voilà, c'est un petit peu délicat. C'est un peu plus compliqué. On sait que les enfants ont droit à un avocat aujourd'hui, mais Bien peut-être sûr. par... Oui, parce qu'ils ont été effectivement reconnus co-victimes lorsqu'il y a des conflits, je dirais, familiaux, des violences conjugales. Mais nous préférons en général effectivement que le mineur vienne accompagner. Nous recevons les parents et le mineur. Après, effectivement, il y a des situations exceptionnelles dans lesquelles un mineur peut venir nous voir. Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous faites souvent appel à la médiation? C'est quelque chose qui est très... En termes de violence conjugale? Oui. Alors, peut-être pas en termes de violence conjugale, parce que c'est peut-être un peu fort, mais vous ouais. parliez du droit de garde, des choses comme ça. Est-ce que Alors non, nous, on peut venir avant?
Alors oui, avant? bien évidemment, on peut en discuter, on peut savoir qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place, tout simplement délivrer une information juridique. En revanche, le concept de médiation en termes de violence conjugale, c'est quelque chose qui Non, est pas assez... de violence Ah conjugale, parce d'accord. qu'on imagine Voilà, bien parce que qu'en cas de c'est violence assez conjugale controversé. avérée, on imagine Bien bien sûr. que la médiation n'a plus lieu d'être. Voilà. Mais avant, quand ça va pas bien au sein du couple, Ah oui, oui, bien on sûr. envisage une séparation Oui, et oui. pour Oui, les enfants. dès ce moment-là, on peut se rendre au CIDFF et prendre tout simplement, demander quelques informations sur comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qui peut être mis en place et vers qui s'adresser, bien sûr. On a beaucoup parlé du côté juridique. Vous avez dit il y a un psychologue aussi. Quelles sont ses missions? Alors, il y a une psychologue qui intervient chez nous, mais alors il faut d'abord, en tout cas, que je vous précise que sur tout le volet violence conjugale, nous travaillons avec Casadone, qui est le centre d'accueil de jour de la FALEP pour les femmes victimes de violences. Donc nous avons un partenariat, une convention d'ailleurs que nous venons de signer. Et généralement, nous redirigeons les femmes qui s'adressent à nous dans ce type de situation vers Casadone. Après, pour toutes les autres situations qui ne concernent pas Casadone, qui ne concernent pas directement les violences conjugales, nous avons une intervenante psychologue qui reçoit le jeudi matin chez nous. Voilà. Pour quel cas ça peut correspondre? Alors, ça peut être des violences à la suite. Donc, nous avons eu des sollicitations par rapport à des violences dans le cadre du travail. Donc, des violences, je répète, sexistes ou sexuelles dans le cadre du travail. Des sollicitations, je dirais, liées à des violences même dans le cadre, je dirais, de couples homosexuels ou de couples transgenres. Et également, je dirais, des violences tout court. Du harcèlement. Du harcèlement, tout à fait. On en parlera demain de ce harcèlement, de ce cyberharcèlement aussi, parce que forcément, avec l'outil numérique, ça complique toujours les choses. Merci, à demain. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Léa Salvini. Bonjour Maria. Bonjour Marie Bouquini-Marie. Bonjour Maria. On parle du CIDFF, vous êtes la directrice, vous êtes la juriste de ce centre d'information du droit des femmes et de la famille. On s'est quitté hier en parlant du cyberharcèlement, du cybersexisme, de tout ce qui est lié à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui a pris une part importante aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a pris une part importante et dont on n'est pas forcément conscient parce que justement le fait d'avoir un écran entre soi et le monde ou soi et ce que l'on considère les amis, le public, la famille, la société fait que cet écran des fois porte à confusion, prête à confusion, mais nous insistons bien sûr sur le fait que des violences en ligne sont tout aussi réelles que des violences physiques ou des violences psychologiques que l'on peut rencontrer au quotidien. On n'a plus conscience aujourd'hui du mal que l'on fait parce qu'effectivement c'est par écran interposé et donc on a l'impression que c'est moins grave ou est-ce qu'on le fait de manière délibérée ? Alors, je pense qu'il y a effectivement un problème de conscience et je ne suis pas sûre que ça soit toujours de manière délibérée. Il y a, je dirais, une absence de filtre aussi sur les réseaux sociaux et aussi des identités que l'on peut revêtir qui font que forcément, on se sentira peut-être moins inhibé. En tout cas, nous constatons que, surtout chez les jeunes, auprès des publics scolaires, parce que nous intervenons beaucoup pour les actions de sensibilisation, d'éducation à l'égalité, de lutte contre les violences auprès de publics scolaires, que finalement le glissement peut être rapide. Peut-être compléter justement sur... Effectivement. Alors je pense que dorénavant, la plupart des jeunes ont de plus en plus conscience. Je pense qu'il y a encore 10-15 ans, c'était quelque chose de tout nouveau, que ce soit pour les parents ou bien les enfants. Dorénavant, les parents connaissent plus ou moins les réseaux sociaux. On peut avoir un contrôle parental mis en place. Donc, il y a une réelle sensibilisation qui est faite. Cependant, je pense que c'est
toujours pas suffisant et qu'effectivement, il y a parfois une confusion entre le côté réel et virtuel. Et encore, beaucoup de jeunes se perdent souvent dans ces méandres. Il y a du boulot à faire, un partenariat avec l'éducation nationale aussi. Pourquoi pas, le CIDFF a un agrément éducation nationale, donc nous sommes autorisés à tout simplement intervenir pour des actions de sensibilisation au sujet des écrans, du cyberharcèlement et de tout ce que cela peut comporter. Les jeunes en général sont assez demandeurs et assez réactifs vis-à-vis de ces interventions. Oui. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Ce sont les jeunes qui sont le plus, on va dire, utilisateurs de ce mauvais outil ou les plus âgés? Alors, je pense que c'est assez diffus et que tout dépend encore une fois de l'utilisation. Dorénavant, on parle de contrôle coercitif. Alors, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais on peut également parler de la géolocalisation qui peut constituer à son tour une cyberviolence. Et de plus en plus de personnes, notamment dans le public que nous recevons, sont constamment géolocalisées par les conjoints, ce qui pose une réelle difficulté, même pour elles et pour la confidentialité quand elles viennent nous voir. Alors ça, c'est une violence aussi qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire un conjoint qui piste, pour parler vulgairement, systématiquement son conjoint, et c'est répréhensible. Tout à fait. Les violences que l'on constate aujourd'hui sont beaucoup plus insidieuses, en tout cas, que les violences qu'on pouvait constater il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. On parlait surtout de violences physiques. Et avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, eh bien, on arrive à des violences beaucoup plus insidieuses et beaucoup plus présentes, malheureusement, je dirais, 24 heures sur 24. Donc oui, nous avons des situations dans lesquelles les personnes découvrent qu'elles sont géolocalisées par leur conjoint, découvrent que certains réseaux sociaux finalement sont assez pernicieux parce qu'elles permettent de les géolocaliser. Donc notre diligence est vraiment de sensibiliser aussi les personnes que nous accompagnons à titre individuel et les publics auprès desquels nous faisons des sensibilisations sur ces risques. Les risques, c'est répréhensible de géolocaliser. Que dit la loi ? Alors, la loi est, comment dire, de ce point de vue-là, est assez ambiguë, même si... alors, c'est toujours un peu compliqué, en fait, par rapport à ça. En théorie, on ne devrait pas pouvoir mettre un traceur, et c'est ça, sans le consentement de la personne. À l'insu de la personne, d'ailleurs, sur les différents smartphones, dorénavant, on peut avoir une sorte de géolocalisation partagée, mais tout est fait pour que les deux parties en aient parfaitement conscience. Ce qui va être répréhensible, c'est le fait de capter des informations à l'insu de la personne. Donc c'est ça qui est vraiment répréhensible. Pour le reste, effectivement, en général, quand les personnes arrivent chez nous, c'est qu'elles découvrent qu'elles ont été tracées ou en tout cas qu'elles ont fait l'objet d'une forme de violation aussi de leur vie privée. Et c'est là, je veux dire, sans consentement, que le droit intervient. Le droit, le côté psychologique aussi, pour pouvoir passer au-delà. Qu'est-ce que vous leur dites dans ces cas-là ? Alors, on se positionne tout de suite en indiquant qu'elles peuvent parler de manière complètement libre à des psychologues, notamment. On les redirige quasi instantanément vers nos partenaires comme Casadon, par exemple. Puis, par suite ou en même temps, tout dépend de la temporalité de l'usager. On explique quels sont leurs droits. On explique également qu'ils sont en droit de porter plainte. On fait bien la différence entre une plainte et une main courante. Donc voilà, on réexplique un petit peu quel va être le chemin. Et on laisse bien évidemment toujours le choix à la personne. C'est quoi justement la différence entre une plainte et une main courante ? Alors une main courante est là pour signaler des faits. Quand une plainte caractérise une infraction
Et à partir du moment où une infraction est caractérisée, elle est punie par la loi d'une manière. En fonction de l'infraction, il y a différents types d'infractions. Et la loi range chaque infraction. Alors la question qu'on nous pose souvent, une main courante, quand on dépose une main courante, est-ce que la personne qui est visée par cette main courante est au courant? Non, elle ne va pas être au courant. Certains auront tendance à dire qu'une main courante, ça ne sert à rien. Je me sens obligée de préciser que absolument pas, dans la mesure où il y a des mains courantes, elles existent, elles sont tout simplement consignées, je dirais. Et à partir du moment où quelqu'un décidera de poser une plainte, on verra également que plusieurs mains courantes auparavant ont été déposées. Donc ça fera d'autant plus de poids pour la plainte que la personne décidera de déposer. Vous parliez de ces différents types de violences. Aujourd'hui, c'est une nouvelle violence qui voit le jour. C'est un viol de la vie privée finalement? Alors effectivement, on peut avoir de la violation de la vie privée comme on peut avoir une série de violences d'ordre psychologique. On peut parler de harcèlement dans certains cas. Et nous, alors souvent, effectivement, les personnes viennent nous voir avec une question tout à fait banale. Et après, à partir de là, je dirais, on tire plusieurs fils et on se rend compte que finalement, elles sont victimes de violences psychologiques. Souvent aussi de violences économiques ou de violences administratives. Alors pour les violences économiques, tout simplement, des fois il arrive que des femmes viennent nous voir alors qu'elles n'ont pas accès au compte commun, par exemple. Ça c'est, je dirais, sur une base assez régulière. Ensuite, sur les violences administratives, ça peut être par exemple, je dirais, le fait d'avoir un conjoint qui prend les papiers de son épouse ou de sa compagne et qui ne veut pas lui rendre, ou même chose aussi par rapport aux enfants, vous voyez. On a souvent des situations dans lesquelles il y a des enfants qui doivent voyager après une séparation ou après un divorce, et la question des papiers est très importante parce que forcément, vous avez un des conjoints qui retient les papiers de l'enfant avec lui. Voilà. Merci beaucoup. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons la directrice du CIDFF de Corse-du-Sud, Léa Salvini. Bonjour. Bonjour. Et la juriste de ce même centre d'information du droit des femmes et de la famille, Marie Bouchini. Marie, bonjour. Bonjour Maria. On va préciser un petit peu ce qu'on a dit hier sur les géolocalisations autour des téléphones. On sait qu'il y a certains réseaux où on s'inscrit plus ou moins sur cette géolocalisation possible. On parlait de Snap, par exemple, dès lors qu'on souscrit. Effectivement, l'application et le réseau social Snapchat proposent un service de géolocalisation en direct dès lors que l'application est ouverte. Pour se prémunir de tout ça, il y a tout simplement un onglet à activer qui s'appelle un mode fantôme pour bénéficier d'un contrôle et savoir qui peut nous géolocaliser ou pas. Voilà ce que nous pouvons en dire pour préciser nos propos. Voilà, et donc ces informations, vous les délivrez aussi au sein du CIDFF quand on vient vous interroger sur ces questions-là? Bien évidemment, et il reste également à préciser que dorénavant, ce ne sont plus forcément que les réseaux sociaux qui proposent des services de géolocalisation, mais directement les smartphones dans les réglages. Voilà, avec des sortes de puces, de pistage. Oui, tout simplement, effectivement, Léa en parlait, un lien tout simplement qui est partagé d'un iPhone à un iPhone ou bien d'un Samsung à un Samsung, la proposition de géolocaliser en temps réel, ce qui parfois pour certains peut être quelque chose de rassurant. On parlait par exemple des parents qui surveillaient leurs enfants sur le chemin de l'école. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ouais, il ne faut pas que ça devienne trop intrusif, c'est ce qu'on disait aussi. Effectivement, on parle de contrôle coercitif ensuite, bien sûr. Un contrôle coercitif, c'est-à-dire? Oui. Alors, c'est une typologie qui est dorénavant, qui commence à être adoptée juridiquement parlant, notamment par la Cour d'appel de Poitiers qui parle de contrôle coercitif. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un contrôle qui serait beaucoup trop présent et qui pourrait caractériser des faits de violence. Alors, cette violence aussi au sein de la famille, finalement, on parle beaucoup de les violences
envers les femmes, mais souvent les enfants sont les victimes. Il y a cette unité qui a ouvert à l'hôpital d'Ajaccio, l'UNAPED. On suppose que vous travaillez aussi en relation avec cette UNAPED. Alors, nous travaillons en relation avec l'UIMJ, qui est l'unité médico-judiciaire et qui accueille les femmes victimes de violences, et l'UAPED, mais justement à travers nos liens avec l'ARS, qui est l'autorité régionale de santé. Oui, l'agence régionale de santé, pardon. Je peux rebondir rapidement sur le contrôle coercitif. En fait, il faut savoir qu'il y a une loi qui est dans le pipeline du législateur, qui était approuvée au Sénat au mois de décembre et qui ne demande qu'un peu plus de stabilité pour finalement finir son itinéraire législatif et pouvoir être appliquée, je l'espère, bientôt. Donc, bientôt, on aura cette notion dans la loi en principe. C'est ça. Voilà. Et la majorité, la majorité autour d'Internet, on sait qu'il y avait cette loi qui avait été déposée par le député Marc Angeli et tout ça. Est-ce que pour vous, c'est une sécurité supplémentaire? Est-ce que c'est un bon outil? La majorité pour l'accès aux réseaux sociaux? Oui. C'est bien ça. Alors, certains réseaux demandent ont une sorte de limite d'âge, tout simplement. Je crois d'ailleurs que pour la plupart des réseaux sociaux, c'est aux alentours de 13 ans. Toujours est-il qu'il suffit de cocher une case pour répondre oui ou non. Donc, ça existe. Est-ce que c'est particulièrement efficient? Je ne sais pas. La question se pose, notamment dans mon entourage. J'ai quelques parents de jeunes enfants qui se demandent plus tard, quand ils auront des téléphones, comment est-ce qu'ils vont gérer ça. C'est très ambivalent, c'est assez ambigu. Peut-être qu'il faut tout simplement sensibiliser et apprendre à utiliser l'outil plutôt que de le refuser complètement. Je pense que oui, je serais plus encline à dire qu'il faudrait parler, donc communiquer autour des dangers des réseaux sociaux, dans la mesure où il s'agit d'un outil qui maintenant peut même être un outil professionnel. Donc tout simplement par la sensibilisation, la prévention et l'éducation. Merci. Plus globalement, quelle est la cartographie des personnes qui viennent consulter le CIDFF de Corse du Sud? De quoi souffre la Corse finalement et la Corse du Sud? Alors, contrairement à des idées reçues, tout type de public vient dans nos locaux. Alors, ça peut être des femmes, justement, qui n'ont pas fait d'études, comme des femmes très diplômées. Peu importe, effectivement, aussi, je dirais, le milieu social. Tout type de personnes, malheureusement, peut être confrontées à la violence. Et nous recevons, je dirais, des femmes à partir de leur majorité, donc jusqu'à leur retraite, voire après. Il faut savoir que nous sommes dans une société assez vieillissante. Et effectivement, nous avons régulièrement des familles qui viennent nous voir pour des mesures de protection pour des personnes âgées vulnérables. Nous avons justement la possibilité d'avoir un spectre assez large et exhaustif, en tout cas des situations, parce que nous intervenons également dans le rural et dans tout le département. Donc, il y a des situations qui concernent les jeunes comme les moins jeunes, des situations qui concernent les couples mariés comme les couples, je dirais, qui sont en union libre ou bien pacsés. D'ailleurs, il faut savoir que justement le législateur a une interprétation très large des violences conjugales. Et il considère qu'à partir du moment où on est en couple, que ce soit dans le cadre d'une union comme le mariage ou un pax, ou bien que ce soit une union libre, et peu importe le moment, je dirais, où ces violences sont exercées, eh bien on rentre dans le cadre de violences conjugales. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir protéger au maximum les victimes. Donc, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que nous observons dans le rural, parce que Marie, notre juriste, fait des permanences à Lévis, à Vico, à Sartène. Bientôt, elle en fera aussi à Propriane, à Alat, et également dans les zones urbaines, donc à Porto Vecchio et à Ajaccio. Eh bien, toute personne, malheureusement, peut être touchée par des violences, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son âge,
quelle que soit sa profession. Et il est important de pouvoir accompagner tous les publics qui viennent vers nous. Quel que soit son sexe, vous l'avez dit aussi. Absolument, quel que soit son sexe. Mais une petite question, en fait, quand la personne arrive chez vous, comment est-ce que vous parliez donc de ce statut de victime? Comment est-ce qu'on définit ce statut de victime? Est-ce que c'est pas un peu compliqué parce que vous n'êtes pas des enquêtrices, vous n'êtes pas des... Comment on fait? Alors tout dépend, c'est ce que j'ai tendance à répondre quand on me pose ce genre de questions. Tout dépend, chaque personne est différente. Je peux recevoir dans une même journée plusieurs personnes victimes de violences conjugales et pour autant ne pas forcément leur dire les mêmes choses. Et tout dépend surtout de leur temporalité. Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles sont victimes de violences conjugales? Est-ce qu'elles ont conscience qu'il s'agit de différents types de violences? Effectivement, on l'a précisé déjà auparavant, mais la violence, ça ne se résume pas aux coups et aux ecchymoses. La violence, on a parlé de violence psychologique, économique, administrative, sexuelle également. Donc, il faut savoir récupérer un maximum d'informations et à partir de là, commencer à travailler. Et voir la véracité aussi des choses, parce que comment est-ce qu'on n'est pas un peu... Comment est-ce qu'on n'est pas un peu pris en otage d'un conflit de séparation, d'un conflit familial et on voudrait utiliser l'autre parent finalement? Alors, nous n'intervenons pas sur la question de la véracité. En fait, il y a un positionnement qui est le positionnement, je dirais, de notre fédération, qui est on vous croit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne vient vers nous, eh bien, on va pouvoir lui donner de l'information juridique et lui proposer un accompagnement psychologique. Nous ne nous substituons pas au juge. Voilà, c'est au juge d'évaluer à partir des éléments qui lui sont fournis. Si la personne est représentée par un avocat, d'évaluer la véracité des allégations. Nous intervenons sur uniquement l'information juridique et après, nous passons le relais aux avocats, à la justice. Et par contre, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons régulièrement, c'est que dans le cadre d'un dossier, nous pouvons aider les personnes à préparer leurs preuves. C'est-à-dire qu'à partir justement de documents, on va pouvoir leur dire voilà, ça a selon la loi une valeur probatoire, ça au contraire, ce n'est pas reconnu comme preuve par la loi. Donc il nous arrive dans certains cas, quand des femmes nous le demandent, de les accompagner dans la constitution du dossier de preuves qu'elles pourront présenter à leur avocat ou qu'elles pourront ensuite présenter au juge. Merci beaucoup, à demain. Merci. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du CIDFF de Corse du Sud. Nous avons Léa Salvini, bonjour. Bonjour Maria. Et nous avons Marie Bouchini. Marie, bonjour. Bonjour Maria. Alors, vous nous avez dit hier, le CIDFF, il inonde à travers tout le département avec des permanences juridiques. C'est bien ça qui sont menées à travers tout le département. C'est important d'aller dans le rural. Les personnes, elles ne peuvent pas forcément venir à Ajaccio. Effectivement, j'effectue des permanences mensuelles, c'est-à-dire que je me déplace dans 7 points différents. Je monte jusqu'à Vico, Péry, tant qu'à faire, je vais toutes les citer, Vico, Lévis, Péry, Sartène par 2 fois, Porto Vecchio, Bonifacio, et je ne pense pas en oublier, non, en tout il y en a 7. Bientôt Propriane, Lévis, oui, voilà. Pardon, Lévis, bientôt Propriane et Alat. Est-ce que les problématiques sont différentes? Alors oui, les problématiques. Alors j'ai tendance à opérer une dichotomie entre les différents points de permanence et je regroupe de manière assez instinctive Vico, Lévis et Sartène et je laisse dans une autre catégorie Ajaccio, Porto Vecchio et Bonifacio. Effectivement, les problématiques rencontrées dans le rural sont assez différentes et la manière d'aborder les permanences l'est également. Quels sont les problèmes dans le rural? Nous ne sommes pas sans savoir. Alors, effectivement, il y a la problématique du silence. La spécificité insulaire liée à la spécificité de la ruralité, tout simplement. La montagne aussi, dans certains cas, opère une sorte de double couche.
où c'est parfois beaucoup plus compliqué de tout simplement toucher les gens et de pouvoir discuter avec eux et de les amener à se livrer sur ce qu'ils peuvent subir dans la mesure où eh bien, tout le monde se connaît. Voilà. Donc c'est parfois un petit peu plus compliqué, mais juridiquement parlant, c'est particulièrement passionnant parce que c'est quasiment même plus le même métier parfois. Alors justement, pour arriver à toucher les gens dans ces milieux un peu ruraux, est-ce qu'il faut aller au contact des élus? Est-ce qu'il faut aller au contact des personnes Alors oui, il faut véritablement s'ancrer dans les territoires. Alors nous avons une démarche d'aller vers les élus, d'aller vers les travailleurs sociaux, d'aller vers les maisons médicales. Nous avons pris contact notamment avec la maison médicale de l'Altaroc à Lévis, d'aller vers les différents pôles territoriaux sociaux de la collectivité de Corse et justement pour comprendre véritablement comment on peut s'adresser au mieux aux populations et leur transmettre l'information sur leurs droits. Alors en sachant qu'effectivement dans notre territoire et surtout dans les petites réalités, il y a beaucoup de pudeur. Donc c'est déjà quelque chose justement qui est à l'honneur tout à fait des personnes par rapport à leur dignité, par rapport à leur fierté, mais qui en même temps peut-être fait que on n'arrive pas forcément à détecter leurs besoins et quand elles ont besoin. Donc il faut vraiment apprendre à Faire en sorte de terrain et qu'on apprenne à vous faire confiance. Effectivement, parler de confidentialité, du respect de la confidentialité, fermer la porte des bureaux. Parfois, ça relève de petits détails tout bêtes, mais je pense que voilà, il faut d'une certaine manière se montrer exemplaire sur la question de la confidentialité, d'abord, surtout sur ces territoires. Absolument. D'ailleurs, c'est une des premières questions qu'on nous pose dans le rural. Est-ce que j'ai la garantie que personne au village saura que je suis venue vous voir? Est-ce que j'ai la garantie que ce que je vais vous dire va rester entre nous? Et on peut vous dire même à ce micro que c'est le cas, oui. Nous sommes tenus par une obligation de confidentialité. Bien sûr. Sur un tout petit territoire, c'est vrai que ça doit être plus difficile à gérer finalement. Effectivement, oui. Je pense que cela va sans dire et que tout le monde pourra en convenir assez aisément. La question de la confidentialité dans des villages un peu plus reculés est parfois plus que compliqué. Quels conseils on vous demande justement dans ces villages? De l'accès à l'emploi, de l'accès aux droits, le côté financier des choses, le côté... Le côté financier revient effectivement beaucoup. Les violences économiques dans le rural sont particulièrement présentes et particulièrement invisibilisées. Et les questions qui reviennent également sont celles qui relèvent des majeurs protégés, donc des questions de tutelle, curatelle, etc. Vous parliez aussi de ces personnes âgées qui peuvent être victimes de violences, de maltraitance psychologique aussi. Tout à fait. Par les familles? Par les familles ou par une partie de la famille. Et c'est généralement des membres de la famille qui viennent nous voir et qui ont déjà été alertés. Des situations en tout cas que les assistantes sociales connaissent et pour lesquelles elles ont été alertées. Et il nous arrive de faire des signalements justement concernant des personnes âgées vulnérables. Et en général, nous avons une réaction très très rapide du parquet. Donc il y a véritablement une attention particulière sur la situation des femmes et des enfants victimes de violences, comme aussi des situations, comme pour les situations des personnes âgées. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On pourrait faire des tonnes d'émissions et on en fera des tonnes d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être rappeler le numéro de téléphone du CEDFF2A. Donc c'est le 04 95 23 01 85. Merci à toutes les deux et à très bientôt. Merci beaucoup.